Un manager en souffrance, ça se voit en fait. C'est pas forcément aujourd'hui une fonction qui fait rêver. Je trouve que le rapport au travail a profondément changé parce que ce qui était impossible est devenu. On a des managers qui restent jusqu'à 22h le soir et qui sont épuisés. Et c'est un sujet extrêmement compliqué. En fait, en RH, faut pas avoir peur de prendre des risques, de tenter des choses, d'être un peu à contre-courant. On ne va surtout pas décréter ou demander de faire des choses qu'on ne fait pas soi-même. Quel est le rôle aujourd'hui du RH dans ce corps intermédiaire qui sont les managers ? Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des enjeux RH. Moi, c'est Maude, experte RH et cofondatrice du Temple RH. Je suis Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de la solution Kanoun by Legal Place. Ce podcast est votre espace pour découvrir toutes les bonnes pratiques indispensables pour faire de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous les épisodes vidéo et audio sur Apple, Spotify et toutes les plateformes disponibles pour rester connecté et vous inspirer. Aujourd'hui, on reçoit Dominique Sanlivre. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Marine. DRH de Legal Place. Donc, vous naviguez donc dans cet environnement de Legal Tech. Aujourd'hui, Legal Place, c'est plus de 180 salariés et c'est une start-up qui est vraiment en forte croissance. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet en effet qu'on a abordé dans beaucoup d'épisodes du podcast. C'est le management, cœur battant de l'entreprise. Et donc, toi, Dominique, on a la chance de t'avoir puisque tu as 30 ans d'années d'expérience. Donc, tu en as vu, j'imagine, des vertes et des pas mûres au niveau du management. Et surtout, c'est que tu as aussi navigué pendant plus de 12 ans dans notamment la sidérurgie avec ArcelorMittal. Donc ça, on pourra le couper. Donc ArcelorMittal, où en effet, il y avait beaucoup de métiers techniques, d'ouvriers, de techniciens. Donc une population où il y a besoin, en tout cas, de discipline. Donc on pourra aussi en revenir. Et donc, avant de commencer, peut-être toi, Marine, en effet, puisque tu connais bien aussi Dominique dans le quotidien. Donc c'est toi aussi qui nous a proposé ce sujet et cette invitation, notamment sur la formation des managers que vous avez pu mettre en place au sein de Legal Place. Oui, alors Dominique, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises et des échanges très enrichissants sur à quel point le manager a un rôle absolument essentiel, stratégique, qu'en étant un relais de la RH en interne. Et donc, à quel point la RH avait ce rôle stratégique de bien former ses managers pour qu'ils puissent réaliser l'ensemble de leurs fonctions qui sont de plus en plus complexes dans le monde actuel du travail et futur qui se dessine. Ne serait-ce qu'avec le télétravail qui demande encore un management encore beaucoup plus compliqué, avec des jeunes générations qui demandent plus d'individualisation aussi dans le management. Donc comment est-ce que le manager peut s'adapter à ses équipes et à des personnalités différentes, et puis avec des problématiques de santé mentale qui ressortent de plus en plus. Donc les sujets sont nombreux et reposent en grande partie sur le manager, et le RH a pour vocation à les soulager, les former, les sensibiliser, et c'est de tout ça dont on va discuter aujourd'hui, parce que Dominique a fait beaucoup de travail en interne chez Legal Place pour justement essayer de rallier et de faire grandir cette population de managers face à ces nouveaux défis. Est-ce que toi, Dominique, tu as envie de prendre la parole sur, avant de venir à Legal Place, moi, ça m'intéresse, cette expérience chez ArcelorMittal sur cette partie technique. Est-ce que tu peux nous raconter, tu nous as parlé notamment de discipline au niveau du management. Donc voilà, je te laisse la parole. Alors peut-être, Maude, je vais me permettre, avant de parler d'ArcelorMittal, de revenir un tout petit peu en arrière. C'est vrai qu'en fait, j'ai commencé ma carrière chez Danone, où j'étais au développement social du groupe, c'est-à-dire la cellule d'innovation sociale du groupe Danone, où j'ai fait une thèse en sciences sociales. Et je me suis beaucoup intéressée à des sujets d'organisation. Et puis ensuite, j'ai été chassée, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, mais par le patron du développement social d'Usinor à l'époque, ça ne s'appelait pas encore ArcelorMittal, qui souhaitait que je mette en place ma thèse au niveau du groupe Usinor, quoi. Donc je suis passée des salons feutrés du siège du groupe Danone à l'usine sidérurgique. Donc c'est vrai que c'était un vrai choc. Et j'ai d'abord commencé par monter un service organisation au sein de cette usine sidérurgique rattachée au RH, parce que c'était au moment du passage à l'an 2000 et c'était surtout le moment du passage aux 35 heures.
Et donc, on avait beaucoup de sujets d'orga qui, tout d'un coup, pointaient le nez parce qu'il fallait qu'on arrive à repenser l'organisation du travail pour, avec le même nombre de personnes, ne pas augmenter la masse salariale. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de défis d'organisation. J'ai monté ma petite cellule organisation au sein de la DGRH, enfin, l'équipe RH de l'usine. Et puis, j'ai ensuite, au bout de 4 ans à peu près, fait le choix de rejoindre une équipe opérationnelle RH. Et j'ai monté une équipe, ce qu'on appelait à l'époque les business partners, HRBP. C'était, Ça existe encore, hein, oui. c'est ça, mais c'était le démarrage de ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où on considérait les RH plutôt comme des équipes administratives, services du personnel. On était là pour faire les contrats de travail, la paye. À tout d'un coup des équipes où on se rendait compte que les RH pouvaient être stratégiques. Et c'était la première fois qu'on parlait des HRBP. Donc j'ai monté une équipe et j'ai commencé à accompagner des patrons de département, toutes les fonctions support de l'usine de Fos-sur-Mer, sur leurs sujets et leur stratégie RH. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous donner un peu de contexte de cette spécificité en sidérurgie au niveau du management? 93% d'hommes, des métiers très techniques. Donc, comment tu as fait ta place, toi, au sein, en effet, de cette entreprise? Et comment tu as porté ce sujet d'organisation, donc du passage de 35 heures? Et qu'est-ce que tu as vu au niveau du management? Est-ce que tu as eu des réticences? Ça a été difficile? Dis-en-nous plus. En fait, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans chacune de mes expériences. C'est-à-dire qu'en gros, la confiance, ça ne se décrète pas. Et j'ai toujours considéré que, en fait, il fallait faire vivre une expérience à nos patrons plutôt que d'essayer de leur expliquer à quoi on servait. Donc, c'est vrai que quand on démarre des postes, et chacun de mes postes ont été finalement des constructions de postes, que ce soit la cellule organisation, mon poste d'HRBP, puis après, je me suis occupée des relations sociales de l'usine. Et encore une fois, en 2008, c'était une création de poste. Donc, sur chacune de ces créations de postes, mon idée, c'était pas d'expliquer ou d'essayer de convaincre, c'était de faire et de faire expérimenter. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que quand on est en usine et qu'on est RH, déjà, la première chose, c'est d'arriver, de mettre ses équipements de sécurité et d'aller dans les équipes. C'est pas de rester dans un bureau loin de ce qui se passe dans le terrain. Donc, j'ai toujours eu ce goût d'aller comprendre ce qui se passait, d'aller au cœur des équipes pour essayer de faire en sorte de jouer pleinement un rôle de fonction support. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire ce qu'ils doivent faire. C'est plutôt d'essayer de comprendre et au maximum d'éclairer des décisions ou d'aider, quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Surtout, c'est avec un peu de recul que je me rends compte ce que c'était que la sidérurgie. C'est-à-dire que quand on vient d'un siège feutré de Danone, qu'on passe ensuite en usine sidérurgique, qu'on revient chez Danone, puisqu'après cette expérience, je suis retournée chez Danone comme DRH de la R&D, c'est qu'en fait, il y a des choses qui vont transcender en fait ces différentes cultures et d'autres qui vont être très spécifiques. C'est vrai qu'un manager d'une usine sidérurgique, c'est un leader d'homme avant tout, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, beaucoup de charisme, mais c'est quelqu'un qui est aussi très respectueux des règles, l'usine sidérurgique, c'est une usine Seveso, ça veut dire que c'est une usine dangereuse, à risque. Donc, il y a des normes de sécurité à respecter extrêmement strictes. Donc, le manager d'une usine sidérurgique, c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui est discipliné, respectueux des règles. Quand on passe chez Danone, qui est une culture très commerciale et marketing plutôt, en fait, un manager, c'est quelqu'un qui va être, on va dire, chez Danone, out of the box, qui est capable d'innover, d'emmener ses équipes sur des chemins un peu de traverse. Et donc, ce qu'on va rechercher chez un manager, c'est plutôt un côté... allez, je dirais, si je caricature un peu, indiscipliné ou irrévérencieux. Donc, c'est intéressant de passer d'une culture à une autre. Voilà, ça permet de voir que finalement, ce qui est bien dans une culture n'est pas forcément bien dans une autre. Voilà. Donc finalement, le profil du management dépend encore et toujours de cette fameuse culture d'entreprise qui est vraiment donc au cœur de nos discussions en tout cas depuis le début du lancement de ce podcast.
Pourquoi c'est quoi aujourd'hui le rôle du management? Puisque, c'est pas forcément aujourd'hui une fonction qui fait rêver la génération, qui arrive aux portes de l'emploi. C'est une génération qui est toujours entre les 2, les salariés, les dirigeants, un peu, coincés entre 2 chaises, et c'est une fonction où en effet, faut faire preuve de courage, managérial. Donc c'est-à-dire qu'il y a des décisions pas très sympas, à faire, parfois avec, son équipe, et il y a parfois aussi des décisions où on n'est pas forcément d'accord avec avec la direction et que on doit malgré tout faire appliquer. Donc c'est pas une fonction qui fait rêver aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu en vois aujourd'hui de ton regard d'experte DRH de 30 ans d'expérience sur cette modification peut-être du management, en France? En fait, la difficulté du management, elle a toujours existé. C'est-à-dire faire appliquer des décisions avec lesquelles on n'est pas complètement à l'aise, faire des choses que les gens n'ont pas forcément envie de faire, essayer de souder une équipe, d'embarquer une équipe, de développer les collaborateurs. En fait, moi, en 30 ans, en gros, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui ont toujours été là dans le rôle du manager. Alors après, le rôle du manager d'une usine Céveso, d'un siège de Danone ou d'un centre R&D ou d'une start-up, il est un peu différent parce qu'il doit s'adapter à la culture de l'entreprise. Mais ce qui me frappe quand même en 30 ans, c'est que ce rôle a vraiment profondément changé, en particulier depuis le Covid, puisque jusqu'au Covid, c'est vrai que le télétravail était quelque chose qui était réservé à certaines catégories de population, certaines catégories de boîtes. Et en fait, au moment du Covid, on a découvert que tout d'un coup, on a été capable de switcher, quelle que soit la taille de la boîte et quasiment toutes. Alors, sauf certaines entreprises qui étaient complètement contraintes dans leur métier, mais beaucoup d'entre elles ont réussi à passer complètement en fait dans un mode hybride. Et du coup, je trouve que le rapport au travail a profondément changé parce que ce qui était impossible est devenu. Et désormais, depuis cette période Covid, on a la pratique de l'hybride dans quasiment toutes les entreprises. C'est plus possible de revenir en arrière. D'abord parce que les jeunes aspirent à ça. Et aujourd'hui, en termes de marque employeur, être capable de dire à un jeune, on ne pratique pas le télétravail, c'est prendre un risque élevé, sauf si on a une explication extrêmement rationnelle. Et du coup, je trouve que le boulot du manager est devenu de plus en plus complexe. Et c'est vrai qu'on pourra en reparler après. Il y a à la fois des choses qui ont toujours existé, mais c'est de plus en plus exigeant. Et je trouve que le sujet du temps de travail, qui n'était pas un sujet avant, devient désormais le sujet essentiel dans le rôle du manager. Ouais. Exactement. Quand tu dis temps de travail, tu peux expliciter un petit peu plus? En fait, avant, on était toujours en présentiel. Je veux dire que ce soit en usine sidérurgique, dans ma R&D chez Danone ou chez Accio, qui était la start-up du renouvelable que j'ai rejoint après Danone et dans laquelle j'ai passé 5 ans. En fait, on était en présentiel. On avait quelques exceptions, c'est-à-dire des gens qui demandaient à bénéficier d'un temps partiel pour des contraintes personnelles, familiales ou des projets personnels. Mais en fait, on avait un rapport au temps de travail qui était simple. On avait soit le forfait jour qui était arrivé et on était donc sans contrainte horaire à la journée, sauf celle, je regarde Marine parce que sinon elle va me rattraper, sauf celle du strict repos quotidien, mais sinon... Et hebdomadaire, mais effectivement. Voilà. Oui. Mais donc, on avait un rapport au temps de travail qui était quand même dicté par le statut qu'on avait. On était soit au forfait heure, soit au forfait jour, soit à temps partiel. Et en fait, depuis le Covid, ce qui apparaît, c'est que ces frontières-là ont complètement été dissoutes, puisque désormais le temps partiel n'existe plus. En gros, moi, je vois plus du tout de salariés qui viennent me voir en me demandant des temps partiels. Ça n'existe plus, puisque en fait, on a une immense souplesse dans la capacité à s'organiser. Et donc, quelqu'un qui a des contraintes d'enfants, des projets et autres, en fait, est en télétravail et va jongler en fait avec ces différentes contraintes, mais à l'intérieur d'un cadre qui est celui du travail à temps plein. Donc, il y a une immense porosité qui a apparu entre la vie perso et la vie pro. Et désormais, qu'est-ce que ça veut dire le 39 heures, le 35 heures quand on est en télétravail, quoi, ou le forfait jour. Donc, voilà, pour moi, ce qui me frappe, c'est que jusqu'au Covid, le sujet du temps de travail n'était pas un sujet indépendamment du sujet juridique dont on pourra parler avec Marine, mais indépendamment de ça, je trouve que le sujet du temps de travail n'était pas un sujet très prégnant en fait dans le rôle du manager, alors que désormais c'est le sujet essentiel. Donc si finalement on devait
faire un peu une liste des tâches aujourd'hui du manager. Essayons-nous à cet exercice. Donc, il y a quand même la partie recrutement où on demande aussi beaucoup maintenant aujourd'hui aux managers d'aller sourcer des candidats, d'aller passer les entretiens, de faire des fiches de poste. Donc, il y a aussi beaucoup de tension sur cette partie recrutement. Il y a la partie donc, management. Donc, comme tu l'as très bien dit, Dominique, aller fédérer des équipes auprès d'une vision, auprès d'un projet, de tenir aussi des objectifs techniques, une roadmap pour s'assurer que oui, les objectifs en tout cas sont tenus, et peut-être ce côté plus RH aussi qui apparaît, qui accélère aussi. Donc tu en as parlé sur cette partie temps de travail, mais pas que, d'aller délivrer aussi les mauvaises nouvelles et aussi les bonnes. Faut aussi en parler. Est-ce que tu as d'autres choses, Dominique, sur un petit peu la carte d'identité du rôle du manager aujourd'hui? Les sujets que tu viens d'énumérer, ils ont toujours existé. Pour toi, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé. Même le recrutement, d'aller sourcer les candidats, parce que c'est ça qu'on demande aujourd'hui. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours eu des métiers sur lesquels on avait des tensions énormes. Je veux dire, ça pouvait être des experts dans la sidérurgie, mais ça pouvait être aussi, chez Danone, quand j'étais dans la R&D, certains profils extrêmement techniques, extrêmement pointus de R&D qu'il fallait aller chercher. Chez AQO, c'était une entreprise qui faisait de l'énergie renouvelable. On avait des pénuries sur certains postes de développeurs, d'informaticiens, par exemple. Donc, on a toujours eu, en fait, ces problématiques de recruter, soit sur des profils en tension sur le marché, soit voilà, sur des profils qu'on trouvait plus facilement. Et donc, on a toujours dû être malin, les managers innover sur la façon de recruter, mobiliser les réseaux des uns et des autres. Donc, je dirais que ces sujets, ils ont toujours existé, en fait. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, ce qui est différent, c'est la façon de recruter. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 30 ans. Donc maintenant, on peut les utiliser. On peut communiquer de façon extrêmement efficace sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. Donc la façon de recruter a changé, mais la problématique de recrutement dans le rôle du manager a toujours existé, en fait. Et donc, est-ce que tu vois d'autres choses dans cette carte d'identité? Donc, le recrutement, qui est quand même en tout cas un volet du management, le côté donc aussi technique, opérationnel, objectif, et le côté RH. Est-ce que tu vois d'autres choses sur la table des managers aujourd'hui? En fait, tous les sujets un peu classiques, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, embarquer une équipe, motiver, recadrer un collaborateur, annoncer une mauvaise nouvelle, rompre un contrat, ça a toujours existé. En fait, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a des réseaux sociaux, que quand on ne sait pas faire, on peut être épinglé sur Glassdoor ou sur d'autres plateformes. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux viennent s'immiscer, en fait, par les notations inversées dans le rôle du manager. Donc on a une crainte qui existe aujourd'hui des conséquences de ce qu'on fait. On parle beaucoup plus des risques psychosociaux, des contentieux. Donc c'est vrai que c'est des sujets où les managers sont un peu plus exposés. Ils peuvent avoir des craintes parce qu'on médiatise un peu plus tout ça. Mais je dirais que ce qui a pour moi le plus changé, c'est le temps de travail, ce que je disais tout à l'heure. Pour toi, c'est ça qui a bougé. Oui, c'est-à-dire que gérer aujourd'hui l'extrême porosité entre la vie pro et la vie perso, c'est-à-dire, si je donne des exemples, voilà, j'ai des équipes avec des collaborateurs qui tout d'un coup à 16 heures s'arrêtent de travailler parce qu'ils vont chercher leurs enfants à l'école, d'autres qui ont des rendez-vous médicaux. Il y a toujours eu ça, mais avant on posait des demi-journées pour aller faire ça. Maintenant, ça se fait dans le cadre de la journée, ce qui est à la fois une très bonne chose, parce que ça facilite la vie de tous les collaborateurs, mais qui rend le travail des managers très complexe, parce que jusqu'où on accepte qu'un collaborateur soit tous les mercredis en télétravail, alors qu'on sait qu'il a ses enfants à garder. Et quand on a eu des enfants, on sait que c'est pas simple de garder des enfants en travaillant. Voilà. Et comment on arrive à outiller le manager pour qu'il soit capable d'installer des relations de confiance avec ses collaborateurs et du coup être capable d'apprécier quand est-ce que la confiance est là et qu'il peut accepter et quand est-ce qu'elle n'est plus là. Et dans ces cas-là, il doit resserrer la vis ou sanctionner autre. Et donc, ça pose la question de la confiance. Ça devient le sujet essentiel dans le rôle du management et c'est un sujet extrêmement compliqué. Et pour toi, Marine, alors quelles sont les règles aujourd'hui que le manager doit connaître pour bien vivre son rôle de manager?
Je rejoins Dominique, évidemment, de ma casquette d'avocate juriste sur tout le volet durée du travail, suivi du temps de travail, qui est absolument essentiel, parce que les risques à la clé, ils sont conséquents dans des montants financiers. Si on a des rappels d'heures supplémentaires de salariés, ça peut remonter sur les 3 dernières années et ça se chiffre à des dizaines de milliers d'euros. Et on n'est pas en capacité, quand ça va être en télétravail, si on ne lui fait pas déclarer le nombre d'heures, chaque jour sa semaine, de savoir exactement ce qu'il a fait. Donc ça sera impossible pour l'employeur de rapporter la preuve contraire. Donc ça, c'est clair. Suivi de temps de travail. Et justement, ça demande pour les entreprises d'avoir plus de sophistication dans les modes d'organisation du temps de travail qu'ils mettent en place. Pas nécessairement rester sur du 35 heures, 39 heures quand il y a beaucoup d'autonomie donnée aux salariés, et passer sur du forfait jour ou au moins des forfaits heures qui soient un peu plus conséquents. Et ça, de se faire bien accompagner pour le faire. Au-delà de ça, pour moi, de toute façon, le manager ne sera jamais un juriste, n'a pas vocation à l'être. Il faut juste qu'il ait des réflexes automatismes pour aller vite pouvoir consulter le RH sur des points éventuellement à creuser. Voilà. Donc il faut qu'il ait conscience de certaines problématiques juridiques qui peuvent porter à conséquence. Je pense notamment au volet santé mentale ou / agissement sexiste, harcèlement moral sexuel. Ça, c'est important de sensibiliser les managers, parce qu'effectivement, des managers qui ne se sentent pas bien dans leur façon de faire peuvent aussi avoir des modes de management qui ne sont pas du tout adaptés. Et ça, il y a quelques années, je pense que c'était plus possible que maintenant, où il y a une vraie parole qui s'est ouverte sur ces sujets-là, et les salariés vont avoir beaucoup plus tendance à soulever la problématique d'un manager qui n'a pas un comportement exemplaire. Mais aussi parce qu'au sein des équipes, il peut y avoir des problématiques de harcèlement qui germent par rapport à des actes tolérés entre guillemets par le qui groupe. sont un peu tolérés, exactement, tolérés par le groupe, parce qu'il y a une ambiance particulière, ou que ça existe depuis longtemps, ou parce qu'il y a des salariés qui sont très bons, et parce qu'ils sont très bons, on peut d'une certaine manière excuser certains comportements. Et ça, on doit pouvoir expliquer au manager quel est le cadre juridique qui s'applique pour lui expliquer ce qui est tolérable ou pas. Et vu que rien n'est noir ou blanc, on est un peu dans le gris, c'est super important de pouvoir avoir des instances pour pouvoir en parler, décrypter ensemble ce qui est possible ou pas d'accepter, et aussi pour avoir une homogénéité dans l'entreprise. Parce qu'on n'a pas qu'un manager dans l'entreprise, on en a plusieurs. Et c'est toujours très complexe d'avoir un manager qui permet certaines choses que d'autres managers ne permettent pas. Et c'est en ça que le travail qui a été fait par Dominique chez Legal Place, qui est justement d'avoir des instances de partage entre managers pour pouvoir faire des retours d'expérience de chacun, parce qu'un manager qui se rend compte que d'autres managers ont vécu les mêmes situations, ça fait tellement plaisir de se dire je ne suis pas seule, en fait, toi aussi tu vis ça. C'est de l'intelligence collective, c'est finalement. ça. Ouais. Et puis en plus, oui, d'avoir ce partage qui permet une certaine homogénéité après dans les pratiques mises en place, et qui donc sont, ce que tu disais en introduction, sont un peu le cadre d'une culture d'entreprise globale. Voilà. Et le dernier point, je dirais un peu juridique, sur lequel il y a une attention particulière à donner, c'est sur la tenue des entretiens, qu'on demande souvent aux managers en interne, parce que si les RH devaient les faire, ça serait intenable, ils feraient que ça. Parce qu'il faut savoir que les entretiens, aujourd'hui, c'est les entretiens obligatoires. C'est l'entretien, alors quand les personnes sont forfait jour, qui est essentiel au moins une fois par an, qui doit être formalisé. L'entretien télétravail, quand il y a du télétravail, qui est également obligatoire, qui doit être un temps dédié à part. L'entretien professionnel, qui est basé sur la formation, qui est un entretien à tenir tous les 2 ans. Et puis enfin, souvent, l'entretien de performance, qui n'est pas obligatoire, mais qui est un usage extrêmement répandu. Et pour tout ça, il y a une posture du manager à avoir. Il y a un certain nombre de fils conducteurs de questions, une façon de formaliser, etc., de savoir ce qu'on attend en fait de cet entretien. Et là, le RH a un rôle extrêmement important à jouer auprès du manager pour qu'il puisse le faire de manière autonome et compétente. Voilà. Toi, Dominique, tu as envie de réagir par rapport à ce que Marine nous partage ? Je dirais juste que ce que décrit Marine, j'utiliserais la métaphore du code de la route, en fait. C'est-à-dire que
pour moi, un manager aujourd'hui, donc il y a des choses qui ont toujours existé, mais son rôle est beaucoup plus complexe aujourd'hui pour les raisons que j'évoquais. Et pour moi, c'est un peu comme le code de la route, c'est-à-dire qu'il doit être très formé, qu'il doit comprendre quelles sont les règles légales, notamment que Marine vient de décrire sur les entretiens, mais aussi sur le temps de travail, sur les contrats. Et par exemple, et du coup, je trouve intéressant que le manager soit très éclairé, c'est-à-dire qu'il connaisse ses règles et qu'ensuite, comme avec le code, il joue avec, c'est-à-dire qu'il puisse décider à quel moment c'est opportun de strictement le respecter ou bien, au contraire, de prendre le risque de ne pas le respecter parce qu'il va considérer qu'au moment où il prend ce risque, c'est préférable de ne pas le respecter. Alors, si je donne un exemple, ça va être par exemple les 11 heures de repos quotidien, où c'est vrai que quand on a un closing à faire d'un projet ou qu'on a un énorme coup de bourre sur un sujet, eh ben, on va considérer que pour le business, c'est préférable de ne pas les respecter. Mais quand on le fait, on sait qu'on ne le respecte pas, ce qui change tout. On est éclairé, on est en conscience par rapport à ça. On maîtrise les risques. Absolument. C'est de la gestion de risque. Et donc, je trouve que le droit social, c'est ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'esprit de la loi, pourquoi cette loi existe. Et c'est vrai que c'est très important de respecter le repos des salariés, surtout dans le contexte qu'on a décrit, où on a beaucoup plus de candidats aux risques psychosociaux depuis que ce travail hybride existe, en gros. Et c'est vrai que, pour moi, aujourd'hui, un bon manager, c'est un manager qui est éclairé sur tous ces sujets du droit social, mais aussi de la relation, parce que le droit social, c'est d'une certaine façon assez facile à transmettre, pour peu qu'on y revienne et qu'on y revienne. Au bout d'un moment, c'est intégré. En revanche, tout ce qui est régulation de la relation, c'est un peu plus compliqué à transmettre. Et c'est vrai qu'on pourrait parler après de formation managériale ou comment on aborde ces sujets de formation dans des petites boîtes où on a un peu moins de rôle modèle qui vient d'incarner et où on a un peu moins de temps d'apprendre, en fait. Mais avant ça, avant qu'on passe à ce côté formation, c'est qu'aussi, le manager, je trouve qu'il a de plus en plus de pression autour de lui. Il a une pression opérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand même beaucoup de managers qui gardent encore ce côté opérationnel, notamment des team leads dans des équipes tech qui font encore du code ou du peer coding avec les collègues. Et ils ont ce volet management et qui finalement, je trouve, le management, c'est un rôle à 100% en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de réunions, de gestion aussi des objectifs, de roadmap, de suivi, notamment d'accompagnement auprès des équipes, d'entretien. Et parfois, en fait, on rajoute le rôle stratégique du manager, donc ce que tu viens de partager, en plus de son quotidien d'opérationnel qu'il avait auparavant. Et donc, en fait, on lui rajoute une couche supplémentaire. Et donc, ça peut mener notamment à des situations délicates où on a des managers qui restent jusqu'à 22 heures le soir et qui sont épuisés de ce rôle-là. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que, en fait, d'abord, c'est rare de trouver des managers, surtout dans les petites boîtes, qui sont à 100% sur le management. Ça, j'ai jamais vu. Si déjà ils y passent 20%, c'est déjà bien. Voilà, c'est à peu près le chiffre que j'aurais en tête. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'arriver à leur donner envie de s'intéresser à ce rôle de manager, en fait. C'est-à-dire, finalement, si déjà ils y consacrent 20%, mais que les 20% qu'ils y consacrent, c'est de qualité, alors pour moi, on aura déjà gagné. Donc du coup, quand ils prennent ce rôle, la question, c'est déjà comment est-ce qu'on ouvre un peu cette case du management, comment on leur donne cette curiosité, cette envie, ce plaisir, en fait. Mais après, t'imagines, quand tu as une équipe, des team leads de 10 personnes, ils doivent s'occuper d'une équipe de 10. C'est très dur de mettre, je trouve, à 20%. Et moi, j'ai vu, en tant que responsable RH, les frustrations de aussi pas faire peut-être pas un bon manager entre guillemets, parce que souvent les personnes, quand ils prennent ce rôle-là, ils ont envie de bien faire les choses, ils ont envie de fédérer leurs équipes et d'être des référents en interne, mais souvent c'est vrai qu'il y a toujours entre guillemets ce poids opérationnel qui est là, puisque il y a besoin aussi en effet d'opérations et de garder la compétitivité notamment de l'entreprise. Et donc l'objectif du manager, ce ne serait pas finalement de faire que ça. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Toi, Marine, t'en penses quoi ? Moi, je suis moi-même manager. Ah bah oui, tiens, oui. Et encore dans l'opérationnel. Et moi, je trouve important d'avoir les deux, titre personnel. Et
c'est le cas pour l'ensemble des managers que je peux voir autour de moi. Donc le tout, c'est dédié effectivement un temps minimal. Mais après, c'est dédié un temps de qualité. Donc c'est pas le pourcentage de temps qu'on y dédie pour moi qui est essentiel. C'est la qualité du temps qu'on va passer. D'avoir des rituels. Moi, je trouve que ce qui est très important pour le manager et encore plus dans le travail hybride, c'est d'avoir des rituels ancrés. Voilà. Parce qu'effectivement, ça va venir en plus de l'opérationnel. Donc, si on voit le management comme quand j'aurai le temps en plus, ça se case jamais. Si en revanche, c'est organisé dans la semaine, dans le mois, avec des rituels très ancrés, c'est beaucoup plus simple à respecter. Le salarié sait qu'il peut attendre, sauf urgence, quelques jours pour pouvoir en parler. Et ça fait vraiment des échanges, je trouve, extrêmement fructueux. Et après, se dire que ce qu'on n'a pas le temps de faire en tant que manager, c'est là où la RH peut prendre le relais pour aider sur certains sujets. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique. Si, c'est-à-dire que ça vient. Bon, moi, je te rejoins, Marine. Je préfère 20% de qualité que 100% de mauvaise qualité. Et je pense que c'est compatible d'être à la fois opérationnel et manager. Et très honnêtement, là, qu'on soit dans des grands groupes ou dans des petits groupes, j'ai toujours vu des managers retrousser les manches et être opérationnels, en tout cas pour des managers intermédiaires. La difficulté même qu'on peut des membres voir. du COMEX. Ouais. Et et donc pour vous, combien de personnes maximum devraient avoir donc un manager? Parce qu'à un moment donné, quand tu as 20 personnes, tu peux pas faire 20% de qualité. C'est juste pour moi. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer et l'avoir vu aussi en entreprise. Est-ce qu'il y a un nombre, on va dire un ratio pour faire du management de qualité? Déjà, on manage en direct, après on manage aussi en indirect. Donc il faut créer aussi dans sa propre équipe des relais en interne pour pouvoir eux-mêmes prendre en charge une personne de l'équipe. Par exemple, quand j'accompagne une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, je ne suis pas le relais principal. J'ai toujours quelqu'un qui est qu'on peut appeler un buddy, une espèce de parrain qui s'occupe de tous ces aspects onboarding qui peuvent être chronophages, qui sont pas nécessairement hyper stratégiques, donc qui peuvent passer vraiment par quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Donc il faut aussi savoir s'appuyer sur ces équipes qui ont un peu d'historique, un peu d'ancienneté et qui peuvent être des relais hyper pertinents pour plein d'aspects de la vie quotidienne. Voilà. Et le management doit être là vraiment pour écouter des frustrations, faire grandir, faire évoluer, tirer le maximum de potentiel de la personne qu'elle cherche à exprimer. Voilà. Mais si on en revient à vraiment déterminer quel est l'impact que je donne au management, pour moi, de toute façon, dans tout ce qu'on doit faire au quotidien, c'est chercher où est l'impact. Donc, dans le mode de management, on doit aussi chercher où est l'impact. Si on se concentre sur les missions impact, finalement, on arrive à dégager un temps suffisant, encore une fois, s'il est qualitatif et ritualisé. Voilà. Et donc, finalement, on va venir donc au sujet un petit peu plus technique sur comment mettre en place donc une culture de management en entreprise. C'est comment aussi porter ces sujets-là. On voit beaucoup de primo-managers qui arrivent dans le métier sans formation, qui n'ont pas forcément l'intelligence émotionnelle pour ça, et donc peuvent aussi se casser les dents dans leur rôle. Toi, Dominique, donc en effet, tu as monté donc, un super programme donc, pour les formations des managers. Comment, tu portes ce sujet-là auprès de la direction ou pas, parce qu'on en a discuté hier, donc tu m'as parlé aussi de quelque chose de très intéressant. Et de deux, c'est comment aussi tu fédères tes managers à cette formation-là, parce que peut-être certains managers disent « Ah ben non, moi je suis déjà un très bon manager, j'ai pas besoin d'être formé ». En fait, ce que je dirais, c'est que quand on vient des grands groupes, on a observé qu'en fait, le manager, il a le temps de se former, il a des rôles modèles très bien incarnés dans l'entreprise, il a des très belles formations au catalogue, donc il a du temps, en fait. Voilà. Et quand, en général, on lui confie les rênes d'une équipe, je dis pas tout le temps, mais très généralement, il a les clés, il a les codes, il sait faire. Quand on arrive dans des petites boîtes, des startups ou des PME, en fait, et c'est vrai que c'est particulièrement vrai pour les primo-arrivants, on leur confie souvent les rênes d'une équipe parce que la boîte grossit très vite et donc du coup, on va avoir besoin de relais intermédiaires, c'est ce que disait Marine. Alors dans ces cas-là, on va confier à des jeunes, c'est souvent des jeunes dans ces petites startups ou
les boîtes qui grossissent vite, on leur confie une équipe à manager alors même qu'ils ont peu d'années d'expérience, très souvent pas de rôle modèle incarné, donc ils n'ont pas pu observer comment il fallait faire, pas de formation. Et donc, du coup, voilà, ça fait des expériences plus ou moins douloureuses parce qu'en effet, ils sont confrontés à des situations au quotidien à laquelle ils ne savent pas répondre. Donc, quand je suis arrivée chez Acquio, qui était donc cette grosse start-up, qui faisait 80 personnes quand je les ai rejoints en 2016, dans laquelle je suis restée 5 ans, c'est vrai que ce qui m'avait frappée, c'était ces jeunes qui étaient en charge d'équipe et qui étaient assez démunis, quoi. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de monter une communauté des managers pour me dire, en fait, si je veux qu'ils soutiennent leurs équipes, il faut qu'ils soient soutenus. Et sans attendre, en fait, qu'ils aient du soutien du COMEX ou de leurs managers au-dessus. Donc, j'avais monté cette communauté. Et donc, une communauté, ça veut dire que je réunissais tous les managers 2 heures par mois pour parler de management, échanger sur les bonnes pratiques, partager les difficultés et créer un espace sécurisé de confiance pour lequel on puisse apprendre à échanger sur ces sujets qui sont en général jamais des sujets du quotidien. C'est-à-dire qu'on va parler de business, on va parler de budget, on va parler de technique, mais on se pose jamais en fait avec son manager pour parler, ou rarement, pour parler de RH. Et donc, j'ai trouvé intéressant très vite de monter ces communautés. Et en parallèle, j'avais essayé de monter une formation du style de celle que j'avais pu voir ou monter chez Danone, c'est-à-dire des formations un peu longues, 3 fois 3 jours, en présentiel. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était pas du tout adapté en fait à ces styles d'entreprise. Parce que quand on confie à des jeunes très vite du management, on leur confie aussi en parallèle beaucoup de responsabilités. Donc, c'est des jeunes qui vont très vite, qui sont habitués à être sur des sujets, à responsabilité. Et donc, le temps... Beaucoup d'agilité. Beaucoup d'agilité, beaucoup de zapping. Voilà, on passe très vite d'un sujet à l'autre, on gère plein de sujets en parallèle. Donc, les mettre une journée... Les mettre en gros 3 fois 3 jours, assis dans une salle, à regarder des slides d'une intervenante qui peut être un peu lente parfois par rapport à leur rythme. Ça va, mais pas cette durée-là, quoi. Donc, c'est vrai que j'avais monté un groupe pilote chez Acquio et qu'assez vite, je me suis rendu compte que voilà, on poursuivrait pas l'expérience plus loin. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de réinvestir cette communauté pour y intégrer des capsules, en fait, avec des sujets... Capsules vidéo. Non, des capsules thématiques d'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, comme je voyais que le fonctionnement de la communauté marchait très bien, je me suis dit, plutôt que de les envoyer après en formation, je vais réutiliser ces capsules courtes que je peux agrandir un peu, mettre à 3 heures ou 4 heures quand c'est nécessaire, sur des thématiques pointues. Voilà, précises. Par exemple, ça va être la prise de parole en public. J'ai ces souvenirs qui me viennent en tête, ou les risques psychosociaux, mais avec une psychologue, par exemple, clinicienne. Mais j'utilisais en fait cet espace d'échange que j'avais mis en place pour venir y insérer des capsules thématiques. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais mis en place. Et quand je suis arrivée chez Legal Place, Marine parlait de cette expérience. J'ai remis en place très vite ces communautés parce que mon intuition profonde, c'est qu'ils ne peuvent pas soutenir leurs équipes si eux-mêmes ne sont pas soutenus. Or, ce soutien ne vient pas toujours de leur hiérarchie, qui est parfois aussi démunie et ne sait pas trop comment intervenir sur ces sujets. Et donc, pour moi, la façon la plus efficace, c'est moi-même d'animer ces espaces et d'être là en soutien tous les mois pour à la fois les former sur tous les basiques du droit social dont parlait Marine, parce que pour moi, c'est essentiel qu'ils les connaissent et qu'ils soient éclairés un peu sur l'image du code de la route. Mais en plus de ça, qu'on puisse aussi aborder des questions sur tout ce qui va être régulation de la relation. Et là, par exemple, chez Legal Place, sur ces sujets de la régulation de la relation, je les ai emmenés 2 jours en formation, là pour le coup en présentiel, et 2 jours pour être uniquement centrés sur ces sujets et les faire travailler sur des petits jeux de rôle, sur leur situation qu'ils rencontrent au quotidien, et avec derrière en toile de fond, à la fois leur donner un peu des outils et des méthodes, mais aussi souder le groupe pour qu'ils réalisent qu'en fait, entre pairs, ils peuvent s'aider, faire ce qu'on appelle du co-développement, c'est-à-dire essayer d'apporter des réponses, le groupe par le questionnement à leur père, quoi. Et donc,
le rôle du RH, donc c'est génial ce que tu as fait, et c'est en tout cas de belles pratiques, notamment pour les managers. Et on reviendra sur la partie comment tu vends, entre guillemets, ce projet, en tout cas au COMEX ou au CODIR. Et le rôle du RH aujourd'hui, alors sur la partie management, donc là j'ai l'impression par rapport à ce que tu nous partages, tu es un peu en chef d'orchestre sur notamment la stratégie que tu veux adopter, le comment aussi, donc le pourquoi et le comment on va le faire. Pour toi, quel est le rôle aujourd'hui du RH dans ce corps intermédiaire qui sont les managers ? C'est un rôle qui est à la fois essentiel et de plus en plus compliqué parce que, comme je le disais tout à l'heure, les frontières se brouillent, les choses sont... le rapport au travail a changé aussi. Donc, c'est vrai qu'on a un rôle que je trouve de plus en plus compliqué au fil du temps. Donc, tant mieux, ça veut dire qu'il ne va pas disparaître de sitôt. Mais donc, c'est vrai que je me vois comme avec un rôle de poser un cadre et d'essayer à l'intérieur de ce cadre. Donc, quand je dis un cadre, c'est par exemple... être capable de poser des politiques qui soient claires, que ce soit sur la rémunération, sur le temps de travail, sur la mobilité, sur tout un tas de sujets, d'animer le dialogue social. Mais à l'intérieur de ce cadre, de donner beaucoup de souplesse et une certaine intelligence aux managers pour les responsabiliser et qui deviennent eux-mêmes, après, en première ligne pour être capables de traiter au maximum tous les sujets qui se présentent au quotidien. Donc, plus ça va, moins je suis normative, plus je suis réfractaire aux règles, parce que je pense qu'on a un effet d'escalade, c'est-à-dire que la tentation est grande dans un monde incertain de répondre en fait aux difficultés par des règles et par des normes, par des chartes, par des accords, enfin tout un tas de sujets qu'on pourra reprendre avec Marine. Mais je suis plutôt favorable à éclairer au maximum les managers, faire en sorte qu'ils comprennent un peu ce qui se joue et qu'ils puissent eux-mêmes ensuite prendre les bonnes décisions par rapport aux situations qu'ils rencontrent. Donc voilà, le rôle RH, pour moi, il est là pour poser un cadre, pour essayer de faire en sorte d'aider les managers à mieux se connaître pour qu'ils soient dans une relation plus qualitative avec leurs équipes et faire en sorte que, étant éclairés et formés, ils puissent à leur tour soutenir leurs équipes. Et toi, Marine, en tant que manager, comment tu vois ta relation, toi aussi qui es proche des RH, comment tu vois ta relation avec, finalement avec Dominique ? La relation, c'est celle d'avoir pour moi un autre regard que le mien. Parce que souvent, quand on vit une situation avec un membre de son équipe, on manque de distance, quelle que soit son expérience, son expertise. On manque de distance parce que c'est tellement plus simple quand on a un regard extérieur sur ce que vivent les autres. Et c'est vrai à titre personnel aussi, dans tout ce qu'on vit. Et donc, avoir ce double regard d'une personne qui vient écouter, alors déjà, avoir cette sensation de pouvoir réexpliquer une situation qu'on peut vivre, c'est très important de reformuler, parce que ne serait-ce qu'en reformulant, on se rend compte parfois qu'on y a pu y donner beaucoup plus d'émotionnel que nécessaire, et puis d'avoir ce regard autre qui pourra justement éclairer sur des manières de faire qu'on n'avait pas perçues en étant juste la tête dans le guidon, quoi. Ça, je trouve que c'est hyper pertinent. Voilà. Et puis, d'avoir aussi cette sensation de disponibilité quand on vit une situation urgente ou stressante. Ou très stressante. Voilà. D'avoir quelqu'un qui va se rendre disponible pour ça, c'est hyper précieux. Voilà. C'est pas toujours le cas de la direction ou pas toujours le cas de pairs en interne qui ont aussi leur propre sujet. Voilà. Ok. Et donc, comment créer cette culture du management responsabilisante, donc auprès du COMEX et du CODIR, donc, et d'en faire un élément de culture d'entreprise. Tu me parlais que toi, finalement, t'avançais dans ton coin, entre guillemets, et après, tu prouvais par les résultats que ça marchait. Et je trouvais ça génial. Disons qu'il faut bien avoir un avantage à l'expérience. Donc, c'est vrai que quand on a 30 ans d'expérience, on a un peu plus de liberté, de ton, je ne sais pas, parce que je l'ai toujours eu, mais en tout cas de liberté dans la façon, et peut-être de confiance en soi aussi pour savoir vers quoi on va, quoi. Donc c'est vrai que je suis plutôt partisane d'expérimenter, de donner envie, de faire vivre des choses un peu différentes plutôt que de tenter des choses. Oui. De tenter, donc c'est vrai que j'y vais. Et puis ensuite,
voilà, j'essaye d'embarquer en montrant, en fait, et en, en faisant expérimenter. Je ne sais pas quel mot on pourrait trouver d'autre, mais j'essaye de ne pas passer des heures à essayer de convaincre ou à La preuve par l'action. Exactement. Voilà. Mais ça, j'ai toujours eu ce goût-là en me disant, voilà. C'est la prise de risque, et Sophie nous en parlait aussi dans l'épisode précédent. C'est en fait en RH, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de tenter des choses, d'être un peu à contre-courant, et c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire finalement, et comme tu dis, de perdre X nombre de mois à de la négociation qui finalement peut-être n'aboutira pas à quelque chose de positif. C'est vrai que quand on est passé en usine Céveso, on a appris à respecter les règles parce que derrière, il y avait des questions de sécurité et donc de vie ou de mort dans l'entreprise. Quand on passe après chez Danone, où on apprend à être assez irrévérencieux et qu'ensuite on bascule en start-up, où on a des patrons qui connaissent strictement rien au droit social, ou peu de choses. En fait, du coup, on commence à apprendre, on a l'expérience et on commence à goûter à la prise de risque. Et c'est vrai que, voilà, moi, je préfère un contentieux que de se paralyser tous les jours avec de l'administratif qui sert à rien. J'ai appris, en fait, à jouer avec ça. Je préfère une sortie sans motif plutôt que de rester avec des personnes qui, aujourd'hui, freinent les équipes, par exemple, ou viennent faire perdre beaucoup de charge mentale à certains managers. Donc, en fait, cette prise de risque, on la prend au fil du temps. Et je dirais que voilà, on ose davantage faire des choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à des comex qui savent pas très bien ce que c'est que la fonction RH, qui savent pas très bien ce qu'on peut apporter, moi, le parti pris que j'ai, c'est de leur donner envie, de leur faire vivre, voilà, ce que c'est que une politique de rémunération claire, que de maîtriser la masse salariale complètement quand on va gérer les augmentations de salaire, dans des revues de salaire, par exemple, qu'on va mettre en place, et de vivre ce que c'est que de plus avoir les défilés permanents dans le bureau pour demander une augmentation, une prime, avec des règles un peu simples qu'on aura réussi à poser. Donc, je préfère ça, leur faire vivre un séminaire d'entreprise un peu inspirant, ou ces communautés de managers pour les intriguer et leur donner envie à leur tour de vivre ça, plutôt que d'essayer de leur expliquer à quoi je pourrais servir et comment on pourrait avancer sur ces sujets. Donc j'avance. T'avances. Et quels sont pour toi tes piliers en tant que RH pour créer cette culture responsabilisante? Donc tu nous as parlé en effet de cette partie communauté qui est en tout cas, j'ai l'impression, très importante à tes yeux. Est-ce que tu vois d'autres piliers pour créer cette culture responsabilisante pour le management? Pour moi, l'autre sujet essentiel, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement important d'accepter d'être imparfait, de s'appuyer sur ses forces et donc d'avoir conscience que on ne va surtout pas décréter ou demander de faire des choses qu'on ne fait pas soi-même. Parce que la dissonance, elle est extrêmement néfaste. Que ce soit dans les valeurs qu'on va afficher sur un mur et qu'on ne respecte pas, que ce soit dans le recrutement où on promet quelque chose, une expérience qu'on ne va pas faire vivre en interne, que ce soit au management où on va avoir un manager qui va demander à ses collaborateurs de faire des choses qu'il ne fait pas lui-même, qu'il ne respecte pas. Donc voilà, mon autre pilier, c'est l'exemplarité et une exemplarité douce avec soi-même, c'est-à-dire on n'est pas obligé de s'imposer des choses qu'on n'a pas envie, respectueuse de la culture de l'entreprise. Et toi, Marine, c'est quoi un peu les points essentiels qu'un manager doit maîtriser pour être un manager en pleine conscience de ses actions? Pour moi, il y a on l'a dit, le cadre juridique dont Dominique a parlé, qui est essentiel. Et il y a aussi tout le volet soft skills qui prend de plus en plus ampleur maintenant. Se connaître en tant que manager, ça c'est absolument essentiel. Vraiment. Faire des tests psychométriques oui, aussi, exactement. Toi, Dominique, t'aimes bien quoi comme test psychométrique? Parce qu'il y en a plein. Moi j'adore, c'est la ProcessCom. J'adore. Je trouve que c'est facile à mettre en place. C'est très avec ces jeux de couleurs. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas bien ou mauvais. On est juste particulier. Voilà. Et se connaître soi. Et puis après, je te laisse répondre, Dominique, là-dessus sur d'autres tests. Et puis, connaître l'autre. Oui. Et ça permet tout de suite de mettre une forme de
de distance, de rationalité dans la communication qui est extrêmement vertueux. Voilà. On prend plus pour soi. Et donc ça, pour les managers, je trouve que c'est une clé absolument essentielle après. Et moi qui ai eu l'occasion d'en faire, après, je ne vois plus les gens qu'en termes de couleur. Je me dis, tiens, il est telle couleur. Et ça demande une adaptation, une individualisation, mais qui permet de gagner énormément de temps et d'enrichir vraiment les relations, en sachant que d'une personne d'une autre, on n'arrivera pas à ressortir les mêmes choses. Et on n'aura pas le même échange, la même adhésion. Ou en tout cas la même formulation de l'adhésion par des signes ou verbaux ou physiques. Et ça, c'est essentiel. Finalement, c'est la personnalisation, en fait, comme tu dis. Ouais. Donc, toi, Dominique, c'est quoi un peu? Je suis curieuse de savoir un peu les tests que tu aimes bien. Je pense que je les ai à peu près tous essayés. Okay. Je trouve qu'ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage d'un test comme le MBTI, c'est qu'il est, je le trouve subtil, je le trouve assez puissant, mais par contre, il n'est pas très actionnable parce que personne ne se souvient de ses lettres passé quelques mois. Donc, c'est vrai que dans des boîtes où la culture managériale est déjà très installée, d'être sur des tests un peu subtils, je trouve ça intéressant. C'est pas que les autres le sont pas, c'est qu'ils sont parfois un peu enfermants dans des cases. C'est vrai que quand on va Processcom ou DISC, par exemple, qui est moi celui que j'aime bien, le DISC, dans des petites boîtes. Je l'aime bien dans des petites boîtes parce que je le trouve très actionnable, que je trouve que les 4 couleurs se retiennent très bien. Et je trouve que, comme il n'y a pas une couleur plus belle que l'autre, en fait, il n'y a pas de jugement ou qui peut s'opérer dans la tête des personnes qui passent ce test. Donc, je trouve que l'intérêt, c'est qu'il est très actionnable. Très, très vite, ça ouvre un tout petit peu la porte de la connaissance de soi. Et ça permet de comprendre que, voilà, on s'adresse à l'autre, non pas comme on aimerait, qui s'adresse à nous, mais comme on aimerait, mais par rapport à ce qui est essentiel pour lui. Et je trouve que dans des petites boîtes où très vite il faut installer cette culture managériale, je trouve que ces tests de couleurs, voilà, ça peut être 10, mais ça peut être d'autres, sont très actionnables. Après, ils sont enfermants. Donc après, en parallèle de ça, je trouve intéressant de compléter avec d'autres formations de développement personnel pour ouvrir et faire en sorte que les gens, voilà, se restent pas uniquement restreints à 4 couleurs, quoi. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans le Processcom, c'est vraiment connaître les états de stress d'une personne. Donc, en fait, le Processcom, c'est vraiment, donc, tu as tes maisons et tu as aussi, en fait, les états de stress par rapport à la maison que tu es en train d'avoir. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que parfois, ben oui, en effet, donc tu as le travaillomane et son état de stress. Un manager qui est travaillomane, c'est le micromanagement. Et quand tu sais ça, quand toi, tu es salarié, par exemple, tu dis, écoute, là, je pense que tu es en état de stress. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui va pas, parce que je sens que tu es en train de micromanager. Et donc, c'est vrai, ça permet de créer ce lien aussi et de comprendre, comme tu disais, se comprendre et aussi comprendre les états de stress de l'autre. Complètement. Ouais. On arrive vers la fin et il y a peut-être 2 sujets avant que j'aimerais qu'on aborde. C'est aussi comprendre la souffrance du manager. C'est-à-dire, c'est comment, en tant que RH, parce que parfois, en effet, on a envie d'être des super managers, on a envie de bien faire notre travail, comme tout le monde dans une entreprise. Et donc, on a du mal à voir un peu les signaux faibles, ces signaux faibles et les signaux faibles des autres. Est-ce que, voilà, comment toi, tu vois ce côté un peu santé mentale, juste pour remettre un petit peu de chiffres aujourd'hui. Donc, selon le dernier baromètre sur la santé mentale en France de TIL, le coût est de 3 000 € par personne et par an. Donc, quand on multiplie par le nombre de salariés, ça fait un chiffre qui donne le vertige. Ouais, tu as quelques conseils. J'imagine, en 30 ans d'expérience, tu as pu faire face à ce sujet-là de santé mentale des managers et de souffrance. Ouais. Donc, comme je le disais, en fait, le rôle du manager a évolué. Il est de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, parce que le rapport des jeunes a changé, parce qu'on a le travail hybride qui est un sujet éminemment complexe. Et donc, évidemment, je vois de plus en plus de managers en difficulté. En fait... un manager en souffrance, ça se voit en fait. Si on observe et si on s'intéresse un peu à l'autre, ça s'observe. C'est-à-dire qu'on va avoir un manager dont le comportement va changer, qui peut avoir des problèmes à se concentrer, qui risque d'être plus présent, plus longtemps en fait au boulot, parce qu'il va venir compenser une perte d'efficacité ou une difficulté par encore plus d'investissement et d'engagement.
c'est souvent des managers qui nient leurs difficultés, c'est des managers qui vont avoir peut-être plus de problèmes de concentration, plus irritables, plus fragiles, qui vont être tristes. Bref, ce qui m'alerte, c'est le changement de comportement ou de repli sur soi, des gens qui viennent plus. Voilà, quand on fait des apéros le soir, qui viennent plus aux apéros, alors qu'ils étaient avant des piliers de fête, voilà, ils sont plus là, ils viennent pas aux réunions, ou ils participent plus aux réunions. Donc en fait, c'est vrai que moi je vais être très sensible à ces signes plus ou moins visibles en fait du comportement. Et donc après, une fois qu'on observe ça, c'est vrai que la cause, je ne sais pas si c'est une question qui t'intéresse, Maud, mais moi, ce que j'observe, c'est que la cause, elle est multiple, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un manager est tout d'un coup en souffrance? Alors, très souvent, ce que j'observe, c'est que derrière ça, il y a une problématique d'organisation. C'est-à-dire que un manager dont le périmètre de responsabilité n'est pas clair, qui sait plus très bien, en fait, quel est son rôle, qui ne sait pas de quels moyens dispose pour remplir sa mission, et ben en fait, au bout d'un moment, ça lui amène beaucoup de questionnements, de doutes et donc de frustration. Donc c'est vrai que très souvent, derrière la souffrance au travail d'un manager, on va, en tirant le fil, trouver une problématique d'organisation. Après, on peut aussi avoir des problématiques de compétences. C'est vrai que dans les startups, de la tech, mais ailleurs, c'est vrai qu'on voit que les managers de la première heure sont plus forcément ceux dont on a besoin dans une phase de stabilité. Et donc, il y a un cycle qui se fait et parfois, il faut être amené à se séparer. Mais c'est très difficile de se séparer de ses compagnons de la première heure. On ne sait pas bien faire, donc on le garde. Mais du coup, on le court-circuite, on ne le tient plus tout à fait au courant de ce qui se passe. On va compenser et donc, on démarre un petit cercle un peu vicieux de... t'es pas tout à fait à la bonne place, mais il faut que tu te rendes compte toi-même. Exactement. Et puis enfin, il y a la troisième catégorie, si je caricature un peu, des primo-arrivants, de jeunes qui sont arrivés là un peu par hasard, qui n'ont pas forcément demandé à manager, qui savent pas faire, qui sont confrontés tous les jours à des problématiques de management, qui leur prend beaucoup de charge mentale, beaucoup de fatigue. Et donc du coup, selon le fil qu'on a tiré, celui de l'organisation, celui des compétences et de la place, et celui de la forme du primo-arrivant, la réponse, elle n'est pas tout à fait la même. Dans un cas, on va clarifier l'organisation. Dans l'autre, on va se séparer avec beaucoup de respect, mais on va aider en fait le manager à se séparer. Et dans la troisième, on va former, on va soutenir à travers ces communautés, mais il y a d'autres façons de le faire aussi au niveau... Est-ce que, selon toi, de ce que tu as pu voir en cas d'échec d'un manager, on peut imaginer qu'un manager revienne dans une équipe en tant qu'opérationnel 100%? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a une méthode pour que ça puisse fonctionner? Oui, mais déjà, j'aime pas tellement le manager qui a échoué. J'aime pas tellement ce sujet de l'échec. Parce qu'en fait... C'est jamais personnel, c'est ce que tu dis. C'est jamais personnel, en fait. Soit c'est une problématique d'organisation, soit c'est une problématique d'évolution de la boîte et de cycle, soit c'est qu'il n'est pas formé, qu'il ne sait pas faire et que... Voilà, en lui donnant envie, en l'accompagnant progressivement, on va... Oui, on peut même se dire, est-ce que c'est un échec de ne plus être manager? Non. Eh ben non, parce qu'en fait, si on le prend comme une étape dans un parcours et qu'on lui dit, on va essayer, on va voir, peut-être que c'est quelque chose qui va te plaire en étant accompagné ou pas. Et c'est vrai qu'on le voit chez Legal Place, des jeunes qui sont plutôt avec des profils très techniques et très experts, mais qui le voient comme une expérience. Comme une promotion, parfois? Non, pas une promotion, une expérience. Si on le fait, si on assimile ça à une promotion, alors il y a un risque d'échec derrière. Bien sûr, ouais. Mais si on le voit comme une expérience, comme un passage, en fait, voilà, ils peuvent voir si c'est quelque chose qui leur convient, sur lequel ils peuvent avoir du plaisir, qui peut les aider à se développer. Mais si jamais... finalement, au bout du compte, ils y trouvent ni aucun plaisir, ni aucun résultat, alors moi, je trouve ça très bien qu'ils reviennent. Et c'est pas un échec, c'est juste qu'ils auront expérimenté, qu'ils auront vu que leur place peut être ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai travail d'organisation, pour le coup, de ne plus voir le management, parce que je rejoins Maud, comme une promotion, ce qui est quand même très largement le cas dans les entreprises. C'est-à-dire que dans des structures pyramidales, si tu montes pas, tu stagnes. Et pour financièrement... Voilà. Et monter, c'est prendre des responsabilités, et souvent, ça inclut du management. Souvent, si à 35 ans, tu n'es pas manager, entre guillemets, tu as raté ta carrière. D'où l'importance, en effet, de monter des parcours de formation, cette fois-ci technique et managériale, et en effet, de faire des ponts entre les uns et les autres, et de se dire, comme tu l'as très bien dit,
si j'ai pas entre guillemets pris du plaisir dans cette expérience-là, je retourne sur mon parcours technique et mon niveau de salaire en fait est décorrélé en fait de ce côté manager. En fait, une des clés de la motivation, c'est le développement, notamment chez les jeunes, en fait. Tant qu'ils ont l'impression d'apprendre et de se développer, ils restent. Dès que c'est plus le cas, ils partent. En fait, la chance qu'on a dans des petites boîtes, c'est que comme tout est mouvant, en fait, les périmètres de poste sont aussi mouvants. C'est-à-dire que, en fait, on peut faire du sur-mesure. On n'est pas obligé de coller strictement à la fiche de poste initiale. Donc moi, ce que je trouve intéressant, plutôt que d'avoir des parcours de carrière ou de formation, c'est plutôt des revues de carrière au cours desquelles on essaye de se projeter un tout petit peu par rapport aux souhaits des collaborateurs, vers quoi ils veulent évoluer, comment... voilà, est-ce qu'ils veulent aller plutôt vers des nouvelles prises de responsabilité, qu'elles soient horizontales, verticales, travailler sur des projets. Et je trouve ça intéressant d'avoir en permanence en tête l'idée du développement et avec, quand on fait une revue avec le comité de direction ou avec un groupe de managers, de se dire mais comment est-ce qu'on accompagne ce développement. Donc pour certains, ça va être du management, mais pour d'autres, ça va être des projets et pour d'autres, ça va être de l'expertise technique qu'on développe. Donc si on voit en fait ces parcours comme finalement un développement continu et qu'on réfléchit plutôt à la façon de continuer à développer nos collaborateurs, en fait, on sort de l'approche strictement promotionnelle du management et plutôt comme une expérience. Dernière question pour finir. Manager inné ou acquis alors? Vas-y Dominique. Moi, je suis plutôt... je dirais plutôt qu'il y a des personnes qui ont du goût pour ça, qui ont la curiosité, qui s'intéressent, qui sont intéressées par la relation à l'autre. Et donc, il y a des acquis quand même. Voilà, donc après, on a plus ou moins d'appétence pour ça, plus ou moins de curiosité, plus ou moins de goût, mais moi, je n'irais pas trop vers l'inné ou l'acquis. Je préfère me dire qu'il y a des gens qui ont plus ou moins d'appétence, plus ou moins de curiosité. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas naturellement très doué pour ça, mais qui a très envie d'apprendre, et surtout, je dirais l'essentiel, qui a une grosse capacité de remise en cause. C'est-à-dire qu'une des clés pour moi là-dessus, vulnérable. Oui, c'est-à-dire d'accepter d'être imparfait, de pas forcément se sentir à l'aise dans la relation aux autres et dans l'encadrement, en fait, et dans le développement des collaborateurs. Mais par contre, d'accepter son imperfection et d'accepter la remise en cause pour être ouvert vis-à-vis de ses collaborateurs sur qu'est-ce qui va être essentiel pour l'équipe, sur quoi je peux progresser et sur quoi je progresserai pas. Mais dans ces cas-là, je m'appuierai sur d'autres collaborateurs. Si je donne un exemple pour être très concrète, on a un manager là, que j'ai rencontré récemment dans ma communauté qui me disait moi, je suis pas très à l'aise avec ça, c'est pas mon truc, le management. Donc, j'ai mis dans mon équipe un manager en dessous à qui j'ai confié le management de l'équipe. Et donc, même si c'est une petite équipe, il s'est mis un relais intermédiaire dans l'équipe. Pour moi, c'est complètement OK. C'est quelqu'un qui se connaît, qui sait sur quoi il va être à l'aise ou pas à l'aise. Et il s'est entouré dans son équipe de quelqu'un à qui il a confié le management au quotidien. Donc je dirais, voilà, pour conclure sur ce sujet, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le goût, l'envie, la curiosité sur ce sujet, et puis d'accepter la remise en cause pour progresser. Moi, je parlerais, juste pour compléter ton propos, je parlerais de confiance dans la direction, dans le rôle du manager, c'est-à-dire tu feras et ça sera OK, et ça sera peut-être pas comme j'aurais fait moi, mais je te fais confiance pour le faire selon tes propres méthodes. Confiance aussi des équipes. Ce qui est terrible pour un manager, c'est de sentir le manque de confiance de ses équipes auprès de lui. Et puis confiance dans sa propre personne, dans sa propre capacité à le faire. Donc pour moi, tout salarié, s'il a confiance dans ses capacités et qu'on lui octroie de manière ascendante ou descendante ses propres capacités de management, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Moi, je dirais que c'est un mixte des deux. Je pense qu'il y a de l'acquis. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment un fort capital émotionnel et une vraie capacité, comme tu l'as très bien dit, à se remettre en cause, d'être un peu sans ego. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne devraient pas être managers, qui n'ont pas forcément... moi, j'ai eu des managers toxiques dans mon aventure entrepreneuriale et je pense que certaines personnes n'ont pas forcément la capacité émotionnelle pour gérer ce rôle-là qui peut faire des dégâts sur leurs équipes, de vrais dégâts de confiance en soi ou d'estime de soi.
J'en ai vu beaucoup, des Oui. comme ça aussi, Maude. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est important de ne pas associer management à promotion. Oui. Parce que justement, Tout à ça fait. permet de rediriger ces gens-là vers autre chose. On est d'accord. Mm. Ben, merci Dominique. Je sais que c'était la première fois pour toi sur cet exercice. Merci de ta confiance en tout cas pour parler de ce sujet si essentiel. Et merci Marine. Merci à toutes les deux. Au revoir. Merci.